Good morning, ladies and gentlemen, excellencies. For the next hour, we're going to be talking about Africa's energy resources and asking whether these can be used in a sustainable way for the benefit of African populations. There is, as yet, no real precedent in history for an economy developing using renewable or even long-term sustainable sources of energy. Indeed, Western economies had developed arguably using immoral forms of energy, if you look back all the way to slavery, using dirty forms of energy, if you think of the Industrial Revolution and coal, and ultimately we are all paying the price for this in terms of climate change. But has technology evolved to such an extent that actually at this point in Africa's development it is viable for Africa to think of developing energy in a sustainable way? These are the kinds of issues we're going to be discussing. And I have with me Shiv Khemka, who's the vice chairman of the Sun Group from India. I have Anne Le Vergeon, known often in France as Atomic Anne, the former CEO of Areva. Jacques Marot de Grotte, president of Africa for Exploration and Production for Total. Etienne Massar Makaga, the special advisor to the president of Gabon, and Etienne Ngubu, the Minister of Oil, Energy and Hydraulic Resources for Gabon. As things stand, there are about 70% of Africans who do not have access to electricity. 30% of the population only does. Now, should renewable energy be a priority for Africa, or should simply energy full stop be a priority? Mr. Khemka, what do you think? I think all energy is a priority for Africa. I think sustainability is very important because Africa is part of the planet and is endowed with huge resources in terms of natural resources, sunlight, wind, hydro, and oil and gas, which is a traditional industry that's been exported around the world. So I think in the global context, Africa plays an extremely important role. But I think for the people of Africa, it's extremely important for the governments to have a policy that includes all forms of energy in balance. And just like India has done or China has done, I think renewable energies form a very important part of that entire bouquet of energy choices. Mr. Massot de Grotte, from the point of view of a big multinational oil company, how important is Africa to your company and to global resources generally? L'Afrique représente globalement 12% des réserves pétrolières dans le monde. Quand on parle de pétrole brut, donc c'est beaucoup, et ça a cru ces 10 dernières années. L'Afrique représente aussi à peu près 8% des réserves globales de gaz dans le monde. Donc c'est très important, et l'Afrique représente aussi 4% des réserves de charbon dans le monde. Elle ne consomme que 3% du pétrole, globalement. Elle ne consomme que 2% ou 3% du gaz et à peine 1% du charbon. Donc elle est globalement exportatrice d'énergie primaire, principalement fossile, mais globalement, elle a une capacité formidable aussi en matière d'hydroélectricité. 12% du potentiel du monde et seulement 2% qui est équipé. Un potentiel fort en solaire, un potentiel en éolien. Et pour nous, l'Afrique aujourd'hui, pour le groupe, c'est 30% des productions du groupe. Donc c'est en effet important, et c'est un potentiel d'exploration qui est aussi très important. Vous avez une notion qui est intéressante, les géologues quantifient ce qu'il reste à trouver, le yet to find. Et l'Afrique a un potentiel important, encore aujourd'hui, de découverte en matière de pétrole et gaz. Et regardez ce qui a été trouvé très, très récemment en Afrique de l'Est, en Ouganda, mais surtout au Mozambique, des énormes réserves de gaz. Anne Le Vergeon, Africa also has a huge amount of uranium, and this is a business that you've been in. But I remember a few years back at the African Union Summit at Banjul, President Ahmadinejad talked about the importance of energy for development.
and he talked about how Iran would like to help African countries develop nuclear energy, but the rest of the world basically didn't want that to happen. Was he basically right? Je pense, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que l'Afrique, comme d'ailleurs la planète entière, va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour faire face à la croissance démographique, pour faire face au développement. Alors bien sûr, il y a d'énormes économies d'énergie à faire partout, et ça, l'efficacité énergétique, une frugalité énergétique intelligente, je crois que c'est le premier axe de la politique. Mais ce n'est pas suffisant, et il va falloir effectivement, sans idéologie, avec beaucoup de pragmatisme, développer tous les types d'énergie, je dirais. Pour répondre d'ailleurs à votre première question un petit peu, on ne peut pas dire mais pourquoi est-ce que l'Afrique devrait développer uniquement des énergies propres alors que le reste du monde a fait et fait différemment. Donc il est logique que tout le monde puisse se développer en essayant de faire beaucoup plus d'énergie propre à l'avenir, mais chacun ayant un mix énergétique qui est quand même celui qui est l'optimal à l'instant T avec une vision de long terme. Sur le nucléaire, il est clair que le nucléaire, c'est pas fait pour tout le monde et pas dans n'importe quelles conditions. L'Iran a développé du nucléaire sans aucun contrôle des Nations Unies, refuse d'ailleurs les contrôles des Nations Unies, et donc quand le président iranien propose des centrales nucléaires à des pays qui jouent le jeu des Nations Unies, ça pose forcément un problème. Alors la question peut-être derrière, c'est est-ce qu'on peut faire du nucléaire en Afrique? Eh bien oui, on en fait déjà, en Afrique du Sud. Oui, il y a des projets. Alors, pour faire du nucléaire, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose une grande stabilité, une grande rationalité. Quand je parle de rationalité, ça veut dire qu'il faut un gendarme du nucléaire qui soit bien entraîné et qui ait l'autorité adéquate. Et puis, sans aucun doute, dans un certain nombre de cas, vu la taille des investissements initiaux, parce que l'électricité n'est pas chère derrière, mais il faut investir massivement au début, eh bien, je pense qu'il va falloir réfléchir à des projets régionaux. Et là où je pense que toute la politique énergétique de l'avenir en Afrique, elle est quelque part construite entre un système qui doit être suffisamment petit et décentralisé, et puis des économies d'échelle qui se font à travers le groupement d'un certain nombre de pays sur des beaucoup plus grosses centrales, des réseaux électriques, puisque, je le rappelle, par rapport à l'énergie primaire, en fait, le grand développement à venir des 30 prochaines années, c'est l'électricité, qui est bien sûr la condition sine qua non, non seulement pour la santé, pour l'éducation, le fait d'avoir de l'éclairage, mais aussi le fait de pouvoir développer un certain nombre d'industries. Et puis, on voit notre vie quotidienne est faite d'un contenu électrique de plus en plus grand. Minister, the history of the development of oil resources and the revenues that they've generated and how they've been used in Africa has not always been a happy one. Should we in 2012 be more optimistic about how the resources that come from oil production are going to be used? And if so, why? Je vous remercie. Je voudrais dire que pour ce qui concerne l'énergie, les hydrocarbures ont marqué le développement des économies africaines pour les pays producteurs. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase de mutation où il y a un regard beaucoup plus pressant de la part du monde sur la gestion de ces ressources, ce qui entraîne une obligation pour les États et les compagnies qui interviennent dans ce secteur à une meilleure gouvernance. Donc je peux vous dire que pour l'ensemble des pays africains producteurs, aussi pour le Gabon, il y a une amélioration dans la gestion et l'utilisation des ressources provenant des hydrocarbures. Et pour cela, nous avons de très belles ambitions. Nous avons de très belles opportunités qui s'ouvrent à nous. Et dans les futures années, vous pourrez constater qu'il y aura une meilleure gouvernance dans ce domaine avec l'application des principes de développement durable. Je vous remercie. Mr. Makaga, Gabon is setting out on a new in a new policy direction, trying to prioritize the green economy and trying to put sustainable development at the heart of government policy. Is it actually compatible to have a major mining operation in your country, to have an economy very dependent on oil production at the moment? Is it compatible with the kind of vision that your government professes to have?
Merci. Je voudrais, pour répondre à votre question, déjà rebondir sur ce que le premier interlocuteur a dit au sujet de la question de l'utilisation de l'énergie en Afrique. L'Afrique aujourd'hui utilise très peu d'énergie malgré son fort potentiel, vous l'avez souligné, tout simplement parce que l'Afrique est peu développée, en tout cas développe très peu d'activités qui demandent de l'énergie. Donc, il y a une relation mécanique entre le développement et les besoins en énergie. Et aujourd'hui, l'Afrique a le choix ou de continuer à exporter cette énergie ou à devenir un continent où se développeront des activités demandeuses d'énergie et de faire en sorte que cette énergie soit utilisée sur place. Alors, dans ce deuxième cas de figure, et c'est celui que, personnellement, j'espère pour le continent africain, donc de devenir un continent, je dirais, qui se développe et se pose alors la question du choix de l'énergie. Le Gabon aujourd'hui est en train de faire le choix de développer des énergies renouvelables, non pas tant parce que c'est une question de mode, mais parce que nous avons aussi les moyens de développer cette énergie renouvelable, notamment basée sur l'hydroélectricité dans notre pays. Madame Lauvergeon a dit tout à l'heure que le nucléaire pourrait être aussi une source d'énergie qui est déjà utilisée en Afrique du Sud. Le Gabon aussi possède de l'uranium et pourrait aussi prétendre développer le nucléaire dans notre pays. Elle a rappelé un certain nombre de conditions. Je pense que ces conditions peuvent être réunies au Gabon. Je rappelle que le Gabon aujourd'hui possède un centre de recherche qui manipule des virus qui sont, je dirais, beaucoup plus dangereux peut-être que le nucléaire, et nous réussissons à le faire avec la compétence qu'il faut. Donc, je reviens sur la question de l'énergie en disant ce choix, il faudra le faire de façon judicieuse, de manière à pouvoir s'inscrire dans l'avenir avec les contraintes, et notamment la contrainte climatique. Aujourd'hui, nous devons tous faire face à ces contraintes et au Gabon, le président de la République a compris que ces contraintes représentaient des opportunités. Et ces opportunités aujourd'hui, c'est celle de se lancer dans l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité va pouvoir permettre à notre pays de pouvoir se développer et accueillir, je dirais, des activités qui demanderont de l'énergie. Et ça permettra au Gabon, je pense, d'entrer de plein pied dans le futur. Given the huge gap between demand for power in Africa and the very limited supply at present, why are we not seeing a sort of more accelerated development of energy resources for Africa? Mr. Massoudi Grot, perhaps. Oui, je pense que quand on voit les chiffres, on est en effet un peu surpris. Globalement, quand on regarde, si on exclut l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, il y a à peu près la même production en Afrique subsaharienne qu'en Espagne, pour une population qui est 12 fois supérieure. Donc en effet, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, pourquoi D'abord, je crois qu'il faudrait, et M. Ping, le président Ping aurait pu raconter ça, mais je pense qu'il faut faire un retour dans l'histoire et repartir de l'époque coloniale, de l'époque post-coloniale, du manque d'investissement qui a eu lieu pendant toutes ces périodes aussi. Et puis aujourd'hui, arriver à donner cette priorité. Alors il y a une compétition qui est à mon avis fictive entre l'exportation des matières premières ou la consommation locale. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a absolument tout pour continuer à exporter et continuer et développer. On a parlé de ce déficit en hydroélectricité et de tout ce qu'il y a comme potentiel, mais en gaz aussi, il y a beaucoup de gaz en Afrique, et c'est tout à fait compatible entre une croissance importante. La croissance de la demande en Afrique des 10 dernières années, c'est à peu près 3% par an. C'est presque 3 fois la croissance du reste du monde. Il n'y a pas de raison que ça se ralentisse. Donc, et c'est encore une fois,
c'est compatible. Maintenant, il faut que les États, je crois que si on regarde ce que les États occidentaux ont fait, et si je regarde l'Europe que je connais mieux, à l'origine, il y a quand même eu beaucoup d'investissements, d'infrastructures importantes qui ont été faits avec les États et dans des politiques assez directives. Et je pense que c'est une nécessité. Le privé est évidemment et sera évidemment associé. Les partenariats publics-privés sont importants, mais je crois qu'il faut des politiques très déterminées pour avancer. Et il faut avancer. Minister, do you have some thoughts on that? Oui, je voudrais dire à l'assistance qu'il faudrait regarder la problématique de l'énergie sur un plan global. Nous avons les pays du Nord développés qui ont besoin d'énergie et nous avons les pays africains qui sont en train de se développer. Nous devons avoir une analyse un peu plus cohérente des opportunités qui s'offrent à nos pays africains. Nous avons l'Afrique centrale et plus particulièrement le Zaïre a un très très gros potentiel hydroélectrique qui pourrait mettre à la disposition des autres pays africains. Et je pense qu'actuellement, il y a des discussions en cours pour cela. Le fait de mutualiser les besoins des différentes régions d'Afrique permettrait de booster le développement d'hydroélectricité et de permettre ainsi aux pays d'Afrique centrale très peu développés d'avoir accès à une énergie moins chère et pouvoir aussi offrir de l'énergie à coût intéressant aux industriels. Et les autres énergies fossiles, telles que le gaz et le pétrole, pourront être utilisées à générer des devises pour nos pays afin de soutenir le développement de nos infrastructures. C'est pour cela que quand on parle d'énergie dans la globalité, moi je pense que les pays africains gagneraient à s'orienter vers les énergies renouvelables que sont l'hydroélectricité, le solaire et la biomasse, et continuer à laisser leurs partenaires utiliser les énergies fossiles. Je voudrais revenir à la question du nucléaire. Le nucléaire nécessite de gros investissements et pour que ça soit rentable, il faudrait une grosse demande d'électricité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'est pas opportun pour nous, aux pays africains, de développer des unités nucléaires pour la production d'électricité. Mais cette éventualité n'est pas abandonnée puisque nous adhérons tous à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui est le gendarme de ce secteur et qui nous accompagne dans le développement de l'utilisation des sources radioactives. Donc sur ce point, je voudrais dire à l'assistance que l'Afrique utilise toutes les énergies à différents niveaux en fonction de leurs besoins et en optimisant l'utilisation de celles-ci. Je vous remercie. Are companies, though, essentially spending most of their time now in competition, battling for control of resources, rather than worrying about developing them for local markets? Moi, je pense, pour répondre un tout petit peu à la question précédente, que l'énergie, c'est le temps long. Une politique énergétique, ça s'inscrit dans du temps long. On ne peut pas changer de politique énergétique tous les 4, 5 ans, 6 ans, changer d'axe. Donc cette énergie dont tout le monde a besoin, cette énergie qui est clé, je pense qu'effectivement, différents intervenants l'ont dit, je crois qu'il y a un potentiel énergétique fantastique en Afrique, qui a été principalement exporté jusqu'à présent sous forme de fossiles, mais qui existe aussi sous forme d'hydraulique. Et quand vous regardez un pays continent qui a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire beaucoup de matières premières et qui s'est développé à travers les exportations de matières premières, qui est le Brésil a su développer effectivement ces 10-15 dernières années d'immenses ressources hydrauliques qui lui ont permis, à l'échelle du Brésil, de développer un réseau électrique permettant effectivement de nourrir une croissance industrielle et puis également aussi un développement de la société. Donc je pense que l'hydraulique devrait jouer en Afrique un rôle absolument considérable dans les années à venir. Après ça, bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas un mix énergétique, un bouquet énergétique, ce n'est pas fait d'un seul type d'énergie, c'est un ensemble.
Et donc, on va avoir besoin de toutes les énergies, chacune dans leur genre de beauté. Le renouvelable, de manière, je dirais, très dispersée, éparpillée, correspondant, par exemple, dans la biomasse aux collectivités villageoises, permettant effectivement d'apporter de l'électricité là où il serait très compliqué de l'apporter par des réseaux et très cher. Et en même temps, je pense aussi qu'il va falloir des centrales d'une certaine taille, entre plusieurs pays, centrales à gaz, centrales thermiques, centrales nucléaires, pour permettre de faire une énergie de base pas chère. Donc l'hydraulique, je pense, est quand même une des réponses évidentes. Et j'y reviens, quand on regarde le Brésil, c'est ça qui a été le moteur du développement industriel. Et je dirais qu'on rentre dans un cercle vertueux, parce que l'hydraulique, c'est pas cher, parce que c'est une électricité qui n'est pas chère, et donc ça attire les investissements, ça permet de développer les activités minières qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Ça permet aussi, on va avoir cette problématique-là, de régler le problème de l'eau potable, et puis ça permet également celui de la nourriture. L'agriculture va être de plus en plus dépendante dans les années à venir de l'eau et de l'énergie. Donc le triangle de base de l'humanité, eau, énergie, nourriture, je pense qu'on est de retour là-dedans. Yeah. If I can add to that, I completely agree, and with what you said, food, water, energy are the base. And the fourth thing I'd add to that is education, because without the capacity building and the education, you will not actually be able to take advantage. When you look at the last 50 years and you see the tremendous growth of China, of India, of Brazil, even of Russia, they put the priorities in the right order. And I think it's important for Africa. And of course, we generalize. We talk about 54 countries, and we use it in a generalistic way because Africa is very different countries, very different political systems, very different energy equations. Some are exporters, some are importers, etc. But if one looks generally, there needs to be a political will to say energy first for the people of Africa. Energy first for making sure that the people have enough energy at a low cost, so that we can electrify the villages, help with agriculture, make sure the water systems are working, make sure there's education, and getting that right, rather than export as the primary driver for the energy equation. So I think that's very important to put that in that order. And once one gets that right, as Anne said correctly, this is not a short-term game, it's a long-term game. Having a clear plan for 20 years, 30 years, which says, this is the energy demand we need. And a country like India, which has very poor quality coal, no oil and gas to speak of, has managed to build hundreds of thousands of megawatts of energy and continues to do so. I was going to ask you whether India has some lessons to teach Africa in terms of how to go from a shortage of energy to an adequate supply. Well, India doesn't still have an adequate supply. India is still short of energy. There's still a big demand-supply gap. However, India does have a very strong policy, both with the public sector, with the private sector, allowing the private sector to enter the energy space, and has done, I think, a tremendous job in terms of setting up a national power grid, setting up systems for purchasing energy, so that if I build a power station, I know that I can sell my energy at a certain price over a long term. Having all that infrastructure in place to allow investment to come in to create energy, I think, is extremely important. And I think the priority has to be the domestic market first, the African people first, and not exports first. And I think that's very important. Mr. Makago, do you have thoughts on that? Oui, en parlant d'énergie, il faut savoir différencier deux choses. Il y a l'énergie pour les besoins domestiques. C'est vrai qu'il y a des déficits auxquels nous devons répondre, mais tout à l'heure, quand je parlais d'exportation et des choix que l'Afrique avait à faire face, je dirais, à son potentiel, c'est l'énergie pour le développement industriel. Il faut savoir, est-ce que l'Afrique est un continent qui doit réduire son ambition en termes d'énergie à la satisfaction des besoins domestiques, ou est-ce que l'Afrique doit avoir l'ambition de devenir aussi un bassin industriel? Et là, on ne parle plus d'énergie dans les mêmes termes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie solaire, lorsqu'on parle de certaines énergies de ce type-là, c'est davantage axé sur la satisfaction des besoins. Pour les éclairages de rue, je veux bien. Mais pour des besoins domestiques.
Mais pour faire de l'Afrique un continent qui compte, et je pense que c'est l'ambition aujourd'hui de la plupart des leaders africains, de faire en sorte que l'Afrique entre de plein pied dans le concert des nations, il faudra que l'Afrique devienne un bassin industriel. Et pour ça, il faut de l'énergie avec, je dirais, des ambitions énergétiques en termes d'investissement qui soient à la hauteur de ces ambitions-là. Donc je pense que c'est ce problème que les pays africains doivent résoudre, d'abord à l'intérieur de chaque pays, avant d'avoir une démarche régionale. Lorsque l'on parle d'énergie, on veut souvent régionaliser les choses. Mais l'Europe ne s'est pas développée en régionalisant d'abord. L'Europe s'est développée parce que les pays se sont eux-mêmes développés et ensuite ont eu quelque chose à mettre dans le panier commun. Et je pense que pour l'Afrique, ça va être le même paradigme. D'accord? Donc, il faudra que chacun arrive, et Madame, vous le savez, aujourd'hui en matière d'hydroélectricité, se pose la question des bassins en partage. Aujourd'hui, lorsque vous partagez un bassin hydrographique avec d'autres pays, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et je veux dire à l'assistance que le Gabon a la chance d'être le seul pays africain à avoir son propre réseau hydrographique, le bassin de l'Ogooué, sur lequel nous pouvons développer nos barrages hydroélectriques sans atteinte à, je dirais, l'intégrité d'autres pays. Donc voilà des questions qu'il faut résoudre, d'accord, avant de décider, parce que ce que nous allons décider aujourd'hui, au regard de la crise climatique qui s'annonce, où il faudra faire de très sérieux efforts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas le droit de se tromper. Et il faut vraiment que l'on discute entre Africains pour pouvoir orienter le développement. Et je persiste à dire que la question de l'énergie est liée à l'ambition de devenir un continent de développement industriel, quitte à exporter. Je ne vois pas pourquoi on délocalise dans d'autres pays, je dirais, la fabrication de certaines choses et que l'Afrique ne deviendrait pas ce continent où on délocalise pour les besoins des autres continents, des activités pour lesquelles nous avons le potentiel énergétique. Mais vous parliez de l'Europe il y a un instant. Je pense que l'Europe, c'est justement, et Dieu sait pourtant si je suis européenne, d'abord, c'est construite sur un certain nombre de politiques communes, charbon et acier, mais hélas, sur l'absence de politique commune énergétique. Et on a 27 pays européens, 27 politiques énergétiques différentes, face à des mondes, que ce soit la Russie, que ce soit les pays du Moyen-Orient, que ce soit la Chine, qui ont, ou les États-Unis, une politique énergétique. Alors, 27 x 2 égale 54, donc 2 fois plus de pays. Moi, l'expérience que j'en ai en Europe, c'est que je pense qu'il est très difficile de construire effectivement à 27, et je pense qu'il est très difficile de construire à 54. Par contre, de manière très pragmatique, construire entre pays partageant le même bassin hydrographique, construire entre pays qui ont un but commun, des projets communs, A2, A3, A4, et pas toujours les mêmes, mais ça, je pense que ça aide quand même, dès lors qu'on veut faire des choses d'une certaine taille, avec une vision de long terme, sur une certaine échelle, et permettre effectivement d'avoir des coûts d'électricité extraordinairement compétitifs, ce qui est, je crois, un avantage considérable dans la concurrence internationale d'aujourd'hui. Je voulais dire, en termes de choix énergétique, vous savez que le choix énergétique se fait en fonction de 2 paramètres essentiels. La disponibilité de la ressource et la capacité à développer. Et la disponibilité de la ressource aujourd'hui en Afrique ne se pose pas, elle existe. La question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui ceux qui ont les savoirs dans les pays développés sont prêts à transférer ces capacités en Afrique pour le développement de l'énergie à grande échelle pour la satisfaction des besoins et de l'Afrique et du reste du monde. Ça, c'est une question à laquelle je pense il faudra répondre, je dirais, dans le dialogue entre le continent africain et les autres continents. Il faut que ce soit parfois un dialogue un peu musclé de la part de l'Afrique. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame concernant le dialogue musclé. Je ne pense pas qu'on peut réellement obtenir quelque chose avec la force. Chez nous, on dit que c'est plutôt avec la diplomatie. Bon, pour ce qui concerne le Gabon, dans le domaine de l'électricité, je voudrais dire que nous avons fait un choix très clair. Nous allons développer des énergies renouvelables.
pour deux raisons. La première, elles sont généreusement fournies au Gabon par la nature. La deuxième, on les retrouve sur toute l'étendue de notre territoire national. Au Gabon, nous avons pris la décision de développer le solaire dans les villages isolés pour permettre à nos populations d'avoir accès aux nouvelles technologies de l'information, donc avoir accès à la connaissance, afin de créer une émulation, les mettre au même niveau que les autres et ainsi développer l'individu, puisque l'essentiel de nos décisions concourt à développer l'individu. Pour ce qui est des besoins industriels, comme disait M. Massard tout à l'heure, nous allons développer des ouvrages hydroélectriques. Et nous avons un fleuve, le Goué, qui nous offre un potentiel qui représente aujourd'hui 20 fois la demande nationale. Donc, nous avons une politique ambitieuse de développement de moyens de production d'électricité. Nous avons également une politique ambitieuse de couverture du territoire national par un réseau national de transport. Et c'est seulement quand nous aurons fait cela qu'on pourra commencer à négocier avec nos voisins pour mutualiser notre potentiel et l'offrir à d'autres en Afrique. Il faudrait aussi ne pas oublier que si un pays veut être fort, il faudrait qu'il puisse maîtriser tout le processus énergétique. Et là, M. Massard faisait allusion à cela tout à l'heure, nous avons quelques faiblesses au niveau formation des hommes. Nous avons un programme également ambitieux de développement des capacités, renforcement de capacités pour nous permettre de maîtriser notre secteur énergétique. Donc, s'il n'y a pas cette maîtrise, il n'y a pas de réel développement pour un pays. Je vous remercie. Yeah, I completely agree with that. I think it's very important to develop the capacity to be self-reliant in terms of one's own energy desires. And to comment on what you said, sir, I wasn't saying, I think it's clear that energy, I didn't mean just for the people's domestic demand. I meant for the industrial growth of the country, for export, whatever the ambitions are. But the energy should be, rather than just exporting gas, for example, one should build power stations to make sure there's enough domestic energy for industry as well as for domestic demand. And I think that's important. I think the key to all of this, though, is political will. You know, we work in Nigeria, we've invested in the energy sector there, we invested in gas, hoping there would be a gas master plan, there'd be clarity on how gas would be sold, power prices and all the rest of it. Everything seems to be gridlocked. Nothing seems to move. And it's a shame that a country that is sitting on one of the world's largest gas reserves, 5th or 6th in the world, has a huge deficit of energy for its people. Doesn't have enough, imports things like fertilizers, when it should be exporting things like fertilizers. And I think it all comes down to political will. And the key is political systems that can actually coalesce, create enough strength to be able to push through long-term energy policies. And I think that's the key. And that's not easy to achieve. You've touched on a very key point there, that in fact in much of the continent, still the regulatory framework does not exist to make it viable to invest in energy production, essentially. Et ce qui est clé, je crois, dans ce domaine, c'est effectivement donner aux investisseurs une vision de très long terme, une stabilité du cadre qui permet de développer les partenariats privés-publics, qui permet effectivement de donner la visibilité nécessaire. Et cette volonté politique de très long terme, elle est tout à fait clé. Et on voit d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du Brésil, de l'Inde, de la Chine, il y a eu effectivement la définition d'une politique avec le maintien de cette politique. Alors, elles sont différentes les unes des autres, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas une solution qui existe dans ce domaine, il y a des solutions qui existent, avec des résultats d'ailleurs qui sont contrastés, qui montrent des succès, qui montrent aussi des zones un peu plus complexes. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, il y a cette volonté de long terme qui, je crois, fait la différence. Je suis tout à fait d'accord avec Madame ce que vous venez de dire, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui au Gabon, cette vision politique de très long terme existe. Comme vous le savez, depuis 2009, le Gabon s'est doté justement d'une vision qui est aujourd'hui contenue dans le plan de développement qu'on appelle le Gabon émergent, qui est une vision sur le très long terme. Et cette vision sur le très long terme va permettre de structurer justement l'utilisation de ce potentiel énergétique et de voir ce qui
va en être fait. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Énergie le rappelait tout à l'heure, il y a aujourd'hui une architecture de l'utilisation de l'énergie au Gabon qui va permettre non seulement de développer des activités en interne, mais comme il le disait aussi, de voir avec les pays voisins les synergies qui peuvent être établies de manière à valoriser au mieux cette énergie-là. Je voudrais dire que beaucoup de pays africains, jusqu'à présent, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont vécu sur des politiques au quotidien, pour répondre à des besoins des populations quotidiennes, je dirais basiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous devons faire face à ces besoins quotidiens, mais nous devons aussi avoir cette ambition, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui au Gabon, de cette vision qui va, je dirais, tracer la ligne et favoriser les investissements. Je vais vous donner 2 exemples. Aujourd'hui, le Gabon a décliné sa stratégie de lutte contre les changements climatiques. Non pas parce que les conséquences constituent uniquement des contraintes, mais parce qu'il y a des fabuleuses opportunités qui se trouvent derrière, et notamment sur la question énergétique. Le gouvernement gabonais vient d'adopter une loi sur le développement durable. Je pense que nous sommes le seul pays africain à l'avoir fait. Une loi très ambitieuse, sur le long terme là aussi, je pense qu'il va permettre de structurer davantage ce que nous faisons et de fixer le cadre des discussions avec les partenaires au développement, qu'ils soient africains ou occidentaux. Et je reste d'accord avec vous que la question énergétique, aujourd'hui, ne peut s'inscrire que dans cette perspective sur le long terme. Et puis il y a une dimension, je dirais, très politique aussi à l'énergie, c'est-à-dire que c'est un sujet extraordinairement sensible. On l'a vu au Sénégal, les shortages d'électricité sont de plus en plus insupportables pour les gens. Donc la capacité de développer un système électrique de long terme qui fonctionne, qui répond aux besoins des particuliers comme aux besoins des entreprises, c'est, je pense, un sujet qui va être aussi politiquement de plus en plus sensible. Donc pour les gouvernements, je pense qu'il y a aussi un enjeu considérable électoral dans ces domaines. I have a flood of questions coming in from the audience. Perhaps for you, Mr. Massaud-Dugrot, in 20 years' time, what do you think the main energy sources will be in Africa, main sources of energy? Will it be you? Will it be you pumping oil out of the ground, or will you have moved on to a different form of energy? Dans 20 ans, je crois que Anne Lauvergeon le rappelait, l'énergie, ça se voit sur le très long terme. Et dans 20 ans, je crois qu'il faut qu'on soit tous très clairs, l'énergie fossile représentera encore la principale source d'énergie. Et grosso modo, aujourd'hui, c'est 80% dans le monde. Dans 20 ans, ça sera 75%. Mais dans une demande d'énergie qui grossit, ça veut dire que les énergies renouvelables auront cru, pour certaines, de 15% par an. Donc des choses absolument formidables. Donc il y a en effet un espace de croissance très fort, notamment pour le solaire. Mais oui, dans 20 ans, moi j'imagine la carte de l'Afrique, d'abord avec beaucoup plus de pays producteurs en pétrole et gaz. Et je pense que c'est essentiel que l'Afrique exploite bien ses ressources. Je rappelle qu'en 2009-2010, je crois que le chiffre, l'exportation de pétrole a rapporté 230 milliards de dollars. Quand vous mettez en face les besoins d'investissement de l'Afrique en électricité, je crois que la Banque mondiale disait qu'il fallait 40 milliards par an pendant 10 ans pour arriver à ce que l'Afrique revienne à un niveau de distribution électrique qui soit compatible avec le reste du monde et compatible avec une croissance forte. Donc oui, moi j'ai une image de l'Afrique dans 20 ans, avec une image de l'Afrique, j'allais dire, éclairée, très certainement, parce qu'elle en a les moyens, et elle en a les moyens avec un bon mix énergétique. Pas que pétrole et gaz, mais pétrole et gaz auront leur place. Who do you think the dominant players will be? Will it still be companies like yours who've been established on the continent for many decades, or will it be people like Mr. Kamka, who's coming in from India, trying to knock you off your perch? Donc, la compétition est très importante dans notre métier. C'est vraiment, c'est un métier très ouvert, et le pétrole, je crois, est la commodité qui circule le plus librement dans le monde. Maintenant, quels sont les principaux producteurs
ce ne sont pas forcément les sociétés internationales. N'oubliez pas que les ressources sont aussi les ressources des États, et donc les États ont des sociétés et sont propriétaires de leur sous-sol. Donc aujourd'hui, globalement, je crois que les sociétés, je ne veux pas dire mais les sociétés internationales, c'est plutôt 18% dans le monde, donc c'est pas du tout, ce n'est pas que l'acteur majeur. Par contre, c'est un acteur très important parce qu'en matière de technologie, comme apporteur de technologie, on a un rôle très fort. Aller chercher des choses plus difficiles. Je rappelle que dans tout le golfe de Guinée, aujourd'hui, on n'hésite pas à aller chercher du pétrole par 2500 mètres d'eau, ce que l'on ne savait pas faire il y a 15 ans. Donc les sociétés internationales amènent au pays, je pense, toute cette technologie et ces moyens financiers très importants. Si jamais le Gabon trouve du pétrole en offshore profond, et on va faire des forages l'année prochaine, l'unité de grandeur pour développer 500 millions de barils dans 1500 mètres d'eau, c'est quelques milliards de dollars, une petite dizaine de milliards de dollars qu'il faut mettre. Donc ce sont des gros enjeux et les sociétés internationales ont l'avantage d'amener ces sommes. Alors il y a des compétiteurs importants qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, Certains aussi ont beaucoup de sujets à traiter. Le Brésil, qui est un compétiteur, a tellement de choses à traiter au Brésil qu'il se concentre plutôt sur le Brésil. Je crois qu'il y a... Je pense que dans ce domaine, la différence dans ce domaine, ça va être la technologie. C'est-à-dire qu'il y a un élément de la concurrence très important dans l'avenir, dans le pétrole, dans le gaz, dans toutes les énergies. C'est ceux qui seront capables de développer les technologies, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des technologies forcément les plus sophistiquées, mais celles qui vont être les plus rentables, les plus efficaces pour aller chercher l'énergie. Et ça, là-dedans, même si dans l'énergie, il n'y a pas énormément de rupture technologique, mais il y a un progrès continu. Et donc, je pense que dans 20 ans, on saura faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qui permettront par exemple, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si on le saura dans 20 ans, mais qui révolutionnerait le monde de l'électricité, qui changerait totalement toutes les équations, c'est savoir stocker de l'électricité en grande quantité de manière économique. Si on arrive à faire ça, je ne sais pas stocker l'électricité aujourd'hui, pas bien. Si on arrive à stocker l'électricité, alors là, comme on stocke du pétrole, comme on stocke du gaz, alors là, je peux vous assurer que ça change absolument tout, et ça rend tout ce qui est dispersé, tout ce qui... Alors, avec des nouveaux intérêts économiques. Donc on va forcément y arriver un jour. Le jour où on sait faire ça, là, on a une grande rupture collective. Moi, je voudrais, si vous permettez, rajouter, c'est vrai que la technologie va être importante pour aller chercher le pétrole là où il est, pour aller construire des barrages. C'est vrai que la technologie va être importante aussi pour stocker l'électricité dans l'avenir. Mais aujourd'hui aussi, je pense qu'il faut que nous anticipions, au moment où l'Afrique est très peu développée sur le plan énergétique, de prendre les leçons, je dirais, de ce qui se passe ailleurs. La question de l'efficacité énergétique. Il faut que très tôt, en amont, la question de l'efficacité énergétique soit au centre des préoccupations du développement de l'énergie en Afrique. La question du gaspillage. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de pays ont un potentiel en énergie qui est important, mais le gaspillage obère, je dirais, de manière très importante le développement et les économies. Donc, que l'Afrique n'ait pas été développée au niveau énergétique dans le passé, c'est une chose, ça a retardé certainement le continent, mais pour les ambitions qui sont affichées aujourd'hui en matière de développement, il faudra que, très rapidement, c'est vrai la question de la recherche, la question du stockage, mais se pose aussi la question de l'efficacité énergétique des équipements. Est-ce que, là encore, on va être d'accord de transférer les connaissances et les technologies vers le continent africain pour plus d'efficacité dans ce qui va se faire? Donc, je pense que la question énergétique aujourd'hui pose tout simplement, puisqu'elle est au cœur du développement, pose tout simplement la question des choix et des choix technologiques et surtout de la manière dont les choses vont se négocier entre ceux qui savent et ceux qui ont besoin. Another question has come in from the audience that's related about solar energy and why it's so little used in Africa. Mr. Kempke, is this because it is not economically viable in Africa yet to use solar energy because it's too expensive,
or is it because the technology simply hasn't arrived yet? And when might it? Given there's a lot of sun. Sure. Well, I don't know enough about the topic, but my general feelings are looking at India. I know that the cost of solar energy is falling very fast. The Chinese have made great strides in solar energy. States, India has a 20,000 megawatt solar energy plan now in the state of Gujarat, for example. So I think there's a huge opportunity for solar energy in Africa, and I'm sure it will be part of the energy equation. Now, obviously, states that have excess energy, cheap gas, and so on and so forth, need to look at the equations very carefully and make sure that it makes sense. But I think solar is a very important part of the future strategy for, particularly for areas where transmission is difficult, and for rural economies. I think solar can play a very important role. And I think the cost of solar is coming down and will continue to go down over the next 10 years. Je voudrais amener un complément de réponse à ce qui vient d'être dit. L'énergie solaire n'est pas très développée en Afrique à cause de la barrière du coût. C'est vrai que ces dernières années, les Chinois et les Indiens ont fait baisser le coût d'acquisition de cette technologie. Mais il faudrait qu'on puisse vous dire que dans les pays d'Afrique de l'Ouest, l'énergie solaire est pas mal développée, surtout pour ce qui est de l'accès à l'eau. Il y a des programmes qui ont été développés au Mali, au Burkina Faso, qui ont donné de très bons résultats. Je peux dire aussi que nous avons une barrière technologique que nous devons franchir, et actuellement les Européens sont en train de regarder l'opportunité de développer certains projets dans le Sahel pour produire de l'électricité propre pour l'Europe. À partir de l'énergie solaire, il est prévu obtenir la vapeur et faire tourner des turbines. Donc, quand on passera cette étape, à ce moment-là, il y aura un bond du développement de l'énergie en Afrique, l'énergie solaire en Afrique. Je vous remercie. Je voudrais, si vous permettez, rajouter la question du coût de la technologie du solaire. Là encore, c'est une question de volonté politique. Je pense que s'il y avait une réelle volonté politique, et c'est là toute la question sur le changement climatique, quelle vision aujourd'hui, pays riches qui possèdent ces technologies, partagent-ils avec les pays pauvres qui ont besoin de cette énergie? Je pense que je vais reprendre ce que disait le prix Nobel de l'économie, le père du microcrédit. Il disait, ce n'est pas le pauvre qui crée la pauvreté, ce sont les systèmes qui créent la pauvreté. Et je pense qu'en parlant d'énergie, l'Afrique est soumise au même système. Aujourd'hui, l'énergie solaire, qui est une énergie, je dirais, qui est gratuite, ce qui coûte cher aujourd'hui, ce sont les cellules pour les récupérer. C'est une question de brevet. À quel prix aujourd'hui ceux qui possèdent ces technologies sont prêts à les transférer vers ceux qui en ont besoin? Je pense que c'est des questions politiques que nous devons mettre sur la table et voir si, avec ceux qui les possèdent, et notamment les pays développés, nous partageons la même vision. Et en partageant la même vision, nous allons pouvoir nous accorder sur les coûts de ces transferts. Je pense que ce sont des questions qui sont, je pense, au centre des préoccupations de nos pays et qui interpellent, à mon sens, les pays développés à devoir assumer un certain nombre de responsabilités face, ne serait-ce qu'à la crise climatique qui est là devant nous. I can see some hands going up in the audience. The gentleman in the glasses over there. I'm John Marks, Mayor of the City of Tallahassee, Florida, U.S. In a prior life, I was a utility regulator in that state, and I regulate the state's investor-owned electric, gas, and water utilities. May I suggest an energy policy for Africa? Power to the people. Power to the people. And what I mean by that is the fact that give the people in the outline is the power to produce their own power. I think if Africa is 80% rural and most of the population lives in the rural area, base load or large generating facilities just won't work because you have to have the transmission and the distribution lines to get to even those individuals. So I would suggest to you that distributed power, whether solar or otherwise, would be the appropriate
appropriate mechanism to provide energy to those villages, those individuals in the rural areas. I can't see baseload energy or large generation facilities except in the major metropolitan areas working for the majority of Africans at this point. Give the power to the people. That's my suggestion, and I would like any comment. Thank you. Does anyone want to respond to that? Or should we go to the next question at the back there? Merci de me donner la parole. Je suis Stéphane Decam, le secrétaire général du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique. J'aurais une question pour M. Marot-Desgrottes, parce que je pense que c'est plutôt une question qui s'adresse au pétrole. M. Massard parlait d'économie, et la question que je me pose, c'est la question du torchage. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits pétroliers, enfin, tous ceux qui ont vu des plateformes pétrolières voient ces quantités énormes de gaz qui sont brûlés. Et je me pose la question, sans être un technicien, est-ce que ce n'est pas un problème de pollution énorme? Et est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce gaz de torchage pour faire une énergie qu'on pourrait transformer et utiliser et ne pas la brûler dans l'air? Voilà. Si, bien sûr, c'est un sujet très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, le gaz, enfin il y a quelques années, il y a 20 ans, et surtout, j'allais dire, dans des pays qui avaient peu d'infrastructures, le gaz était considéré comme un échec. Si vous faisiez un forage pétrolier et que vous trouviez du gaz, vous abandonnez le puits parce que le gaz n'était pas utile. Ce n'est plus du tout le cas. Et quand les schémas de développement étaient conçus, le gaz était brûlé. Aujourd'hui, toutes ces politiques ont changé et les politiques sont très strictes, à la fois les politiques des États qui veulent absolument limiter le brûlage du gaz, la politique des sociétés pétrolières, puisqu'au fond, le gaz, c'est une ressource aussi qui se vend. Et puis, en fait, la pression aussi, puisque le gaz brûlé génère du CO2. Et donc, on a des politiques extrêmement claires. Il n'y a plus un développement qui se fait, par exemple, dans notre société depuis 2000, qui ne trouve une solution au gaz. C'est-à-dire, si on développe une plateforme, soit on vend le gaz, soit on le réinjecte, mais en tout cas, on ne le brûle plus. Et on a une politique aussi qui, pour les installations anciennes, on a pris l'engagement de réduire de 50% de 2005 à 2014, et on est en route pour le faire. On est en route pour le faire au Gabon, et d'ailleurs avec une pression raisonnable des autorités qui nous rappellent nos devoirs. Mais je n'ai pas de doute qu'on y arrivera et qu'on tiendra nos objectifs. Si je peux compléter, ça me permet de rebondir sur ce que le Gabon est en train de faire en matière de lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, les gaz torchés constituent la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Gabon. Le Gabon s'est lancé dans un plan ambitieux, comme vous l'avez rappelé, de réduction de ces gaz torchés. Et le ministre pourra en parler mieux que moi sur, je dirais, l'utilisation de ce gaz aujourd'hui dans le réseau énergie électrique. Et nous avons aujourd'hui des sociétés pétrolières qui se sont engagées à réduire de façon drastique, avant 2020, pour certaines d'entre elles, jusqu'à plus de 80% de leurs émissions liées au gaz torché, et pouvoir arriver d'ici à 2020 à ne brûler que le gaz résiduel qu'il faut brûler pour le bon fonctionnement des plateformes. Donc ça, ce sont des exemples qui montrent que la crise climatique aujourd'hui peut avoir une vertu dès l'instant où on a la capacité de transformer en opportunité d'utilisation de ces ressources qui étaient hier à l'origine de très fortes émissions de gaz à effet de serre. Sadly, we're running out of time, but perhaps to wrap up, we could get from each of you your view of what African governments should prioritize in their energy policy over the next 20 years or in the near term. Globally, for energy, I think that priority should be to give power to the people, to develop the capacity of power generation and distribution. And this is, for me, the first priority. Lénine avait dit le communisme, c'est l'électrification plus les soviets.
C'était intéressant que l'électrification arrive dans sa formule avant les soviets. Il disait ça il y a un siècle. Ben, je pense que l'électrification, c'est le sujet moderne par excellence. C'est ça qui change la vie des gens. Alors, on ne peut pas uniquement parler d'électrification pour les gens. Il faut parler d'électrification aussi pour des besoins industriels, pour le développement, pour la croissance. Il faut faire les deux. Les deux, ça veut dire effectivement de l'électricité distribuée et puis de l'électricité, je dirais, beaucoup plus intensive et pour les besoins industriels. Je pense que c'est la priorité du développement africain harmonieux qui permettent en plus d'avoir un soutien, je dirais, démocratique, populaire, fort des progrès qui sont faits, et le tout en essayant de faire moins de CO2 et de manière durable. I think the people, power to the people is absolutely right. I agree with the mayor. I think actually people know what to do. People know what needs to be done. I think this is not rocket science. I think it's about political will. It's about leaders who are willing to step up to the plate and do and rule and lead with wisdom. And it reminds me of something I heard recently from a senior minister in India. And he said there's this leader who's been very successful, and he's coming towards the end of his life, and this angel comes to him, this genie, and the genie says, you can choose health and beauty, you can choose wisdom for the rest of your life, or you can choose money. I'll give you, $50 million in your bank account. You have three choices, or you can only choose one. And so the leader sits back and he says, I choose wisdom. And everyone is around him, and there's a flash of lightning. He's sitting there, and there's smoke all around, and the wisdom descends. You can see his face becoming wise and everything becoming wise. And everyone's waiting for him to say something. And as they're waiting, he opens his eyes and he goes, I should have taken the money. So until that attitude changes, I think if leaders don't lead with wisdom and don't step up to the plate and actually do what needs to be done, I think there'll be lots of conferences, lots of talking, lots of discussions. That's what I think it's about. Great leadership. Minister, briefly. Je voudrais dire à l'assistance que réellement pour développer un plan énergétique, il faut un environnement stable. Au Gabon, on a fait l'effort de développer un environnement stable pour les investisseurs, et nous sommes en train aujourd'hui de développer également les infrastructures pour emmener l'énergie à chaque Gabonais là où il se trouve. La technologie nous le permet et c'est notre ambition, nous allons le faire. Je crois également qu'il faudrait qu'on soit conscient qu'on ne peut pas tout faire en un seul jour. Il faut pouvoir programmer les choses, et aujourd'hui, nous sommes en train de fédérer les énergies pour qu'on puisse atteindre des objectifs palpables pour nos concitoyens dans la prochaine décade. Et cette dynamique est une dynamique sous-régionale, et j'invite les investisseurs à se rapprocher des différents pays d'Afrique centrale et d'Afrique en général pour essayer de voir les opportunités d'affaires qu'on propose dans le secteur de l'énergie. Et je peux me permettre de dire aujourd'hui que les retours sur investissement dans ces secteurs-là ne sont pas négligeables. Et l'environnement économique est suffisamment stable pour garantir leurs investissements. Je vous remercie. Bien, moi j'aimerais dire aussi, rajouter à ce qui vient d'être dit que aussi bien pour le Gabon que pour l'Afrique, la crise climatique est une fabuleuse opportunité de prendre le train de l'électrification du continent. Mais que cette électrification devra se faire avec raison, c'est-à-dire en veillant à ce que la question de l'efficacité énergétique, aussi bien en matière d'utilisation, aussi bien en matière de transport de cette électricité, qu'elle se fasse bien en amont pour ne pas connaître les déboires que connaissent certains pays aujourd'hui développés. Et je pense que, comme l'a dit Monsieur le ministre, ça va se faire, il faudra se donner le temps de le faire, mais de bien le faire pour que l'Afrique fasse désormais partie du concert des nations et se développe, je dirais, pour le besoin de ses populations. I think that's a great note to end on. Thank you very much indeed, all of you.